Bonsoir à toutes et à tous. Le nombre de malades au coronavirus a plus que doublé en France en 24 heures. L'OMS relève la menace internationale à très élevée. Alors hier, Emmanuel Macron a prévenu, l'épidémie est devant nous et il va falloir l'affronter au mieux, a lancé le chef de l'État. Alors justement, comment le gouvernement se prépare-t-il à affronter cette épidémie ? Quel enjeu en termes de santé publique, bien sûr, mais aussi en termes politiques ? Faudra-t-il, par exemple, annuler les élections municipales qui se tiendront dans seulement 2 semaines ? Le gouvernement peut-il espérer l'union nationale face à la maladie ou doit-il, au contraire, redouter le procès en amateurisme et improvisation face à un virus imprévisible ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Macron, l'épidémie et les municipales ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et vous avez publié cet édito intitulé « Coronavirus, juste équilibre ». Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, vous avez signé cet édito intitulé « Coronavirus, le syndrome de la Juventus ». C'était face à ce match mercredi dernier, match face à Lyon, en présence de 3000 supporters venus de Turin, de la Juventus. Alexandra Schwarzbord, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Et enfin, Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Yves Tréhard, on est à plus de 40 cas aujourd'hui. Hier, à la même heure, on était à 18 cas. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron l'a dit, l'épidémie va arriver. Voilà. Oui, c'est une certitude. Si on interroge quasiment tous les spécialistes sont du même avis. Aujourd'hui, le pays en Europe qui est le plus touché, c'est l'Italie. L'Italie, on peut considérer qu'il y a une épidémie parce que je crois qu'il y a plus de 600 cas déclarés. Il y a déjà eu près de 20 morts, un petit peu moins. Et en France, eh bien, on voit que tous les jours, on aura un point encore à 19h30 ce soir par le ministre de la Santé, eh bien, tous les jours, ça double. Donc on va rentrer effectivement dans une phase épidémique où ça va être très compliqué. Probablement, le gouvernement a peu communiqué là-dessus et à mon avis, parce qu'il ne veut pas trop affoler, on est en alerte 1 actuellement. On va passer vraisemblablement en alerte 2, c'est-à-dire qu'avec des mesures qui seront plus coercitives qu'aujourd'hui. Là, il n'y a pas de mesures coercitives, il y a des recommandations, mais probablement qu'il y aura peut-être des confinements, des choses comme ça qui seront recommandées. Donc on va arriver en phase 2. Et puis, il y a encore, sur l'échelle de Richter, il y a encore d'autres paliers qui sont encore plus coercitifs. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que on a regardé, on a observé pendant quelques semaines ce qui se passait en Chine. Ça fait maintenant 2 mois que le virus est apparu en Chine. Et on voit maintenant que même l'Organisation mondiale de la santé... Il y a plus de nouveaux cas en dehors de Chine qu'en Chine maintenant. Et l'Organisation mondiale de la santé qui s'est demandé longtemps, mais qui est un organisme aussi très politique, avec des jeux et d'influence diplomatique très fortes de la Chine, probablement demain des États-Unis, parce que l'épidémie ne va pas épargner les États-Unis. Ça y est, il y a... Pour l'instant, Donald Trump fanfaronne en disant oui, « Moi, mais je suis une île ». Il a peut-être tort de fanfaronner, justement. Ils vont aussi avoir ce problème. En plus, les États-Unis, c'est quand même un pays très ouvert, donc ils l'auront nécessairement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va très vraisemblablement assister à une pandémie, c'est-à-dire une épidémie qui concerne le monde entier. Tous les continents sont touchés. Et on voit bien que l'OMS, pour des raisons évidemment très politiques, ne veut pas encore franchir ce pas. Elle n'a pas prononcé le mot de pandémie. Alors même si elle vient de relever cet après-midi, la menace a très élevé. Cécile Cornudet, alors pour le gouvernement, il y a le risque de trop communiquer, au risque d'affoler, de créer la panique, mais aussi peut-être de... Ou alors le syndrome Roselyne Bachelot, peut-être vous nous en parlerez. Il y a aussi le risque de ne pas assez communiquer, de dire c'est pas grave, écoutez... C'est un juste milieu très difficile à trouver. Alors pourquoi il ne faut pas trop communiquer ? Parce que ça crée de la panique et ça crée un engorgement des urgences et c'est là où les gens peuvent effectivement du coup attraper la maladie. Donc ce serait complètement contre-productif. Et en même temps, dans une société où on ne croit plus la parole publique, où en plus l'Italie a surréagi parce qu'elle a réagi tardivement, c'est très difficile de garder un discours mesuré. C'est pour ça que l'histoire du stade du match de la Juventus, ça n'a pas été compris par beaucoup de gens. On fait venir des supporters, mais pourquoi ? Donc c'est
on est dans un climat... Alors pourquoi en quoi est-ce qu'il y a eu une erreur de communication ou Non, c'est pas qu'il y a une erreur de décision communication, mais c'est difficile à expliquer dans un moment de peur où l'irrationnel domine, où l'opinion, elle a toujours envie de croire que le pire arrive. Du coup, elle comprend pas les mesures rationnelles. Et là, la rationalité, c'était de dire quoi? C'était de dire Turin, les supporters de la Juventus sont à Turin, et c'est à 200 km du foyer, des foyers d'épidémie en Italie, de la Vénétie ou de la Lombardie. Donc, autant on peut demander aux élèves français qui ont été voyagés dans ces zones de rester chez eux et de ne pas aller à l'école, autant les supporters de Turin, s'ils viennent effectivement de Turin, il n'y a aucune raison qu'on les discrimine plus que n'importe qui d'autre. Les élèves qui reviennent d'Italie, on leur demande d'Italie, non, mais de Lombardie et de Vénétie, des foyers d'épidémie. Et en même temps, on accueille 3000 tifosi venus de Turin vous voyez que dans un match de foot. C'est compliqué à expliquer. Dans un climat de peur, dans un climat en plus de défiance de toute la parole politique, toutes les subtilités deviennent très difficiles à faire. C'est pour ça que le gouvernement essaye de rester sur un discours mesuré en s'adaptant constamment. Donc pour l'instant, il n'a pas pris des mesures spectaculaires, mais on sent bien qu'il y a des points presse une fois, voire 2 fois par jour, qu'il essaye d'aborder tous les sujets. Il y a eu aujourd'hui des mesures sur l'économie, sur les PME, si elles sont obligées d'envoyer leurs commandes avec retard, sur les réseaux sociaux, comment on fait pour lutter contre les fake news, contre les arnaques, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ah oui, ça y est, oui, des gens qui disent, des commerçants d'eau de Javel qui disent c'est ça, il faut boire de l'eau de Javel pour lutter contre le virus. Donc là, des potions à base d'ail aussi, j'ai vu. Oui, il y a d'ail ça qui et d'huile de circule sésame, enfin des choses complètement abracadabrantes. Et du coup, la publicité est interdite. Donc ils ont essayé de prendre plusieurs angles pour répondre en termes de communication à ce qui est en train de se passer. Alors, en termes de communication ou d'affichage, en tous les cas, Alexandra Schwarzbrod, on a eu, en pleine pré-épidémie, on a eu un changement de ministre de la Santé. Est-ce que c'était opportun de changer de ministre de la Santé? Est-ce que Agnès Buzyn ne donne pas l'impression de quitter le navire dans la tempête, comme on dit? Alors, ça dépend. Je pense que ça va être différent pour les différentes personnes concernées. Pour Agnès Buzyn, ça peut en effet lui être reproché parce que ça donne un peu l'impression de quitter le navire en pleine tempête. En plus, elle était plutôt bonne là-dessus. C'est un domaine d'excellence. Autant sur la crise de l'hôpital, elle ne l'a pas très bien gérée. On voit le résultat, ça dure encore. Autant sur cette crise du coronavirus, elle avait commencé à prendre bien le dossier en main. Elle était plutôt bonne. Donc ça peut lui être reproché. Pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron, j'ai pas l'impression que ça pose, enfin vous me direz si je me trompe, mais dans l'opinion, je ne crois pas que ça ait un impact. D'abord, c'est la décision de qui d'ailleurs d'envoyer Agnès Buzyn? Sa décision, mais on imagine qu'elle a consulté. Emmanuel Macron lui a forcé la main. Donc on pourrait en vouloir à Emmanuel Macron. Oui, mais bizarrement, d'abord, pour une fois, il est allé très vite. Parce que souvenez-vous, chaque fois qu'il y a un remaniement, chaque fois qu'il faut changer quelqu'un, il tergiverse, il se tâte, il prend du temps, ça dure des jours, des semaines parfois. Et là, en 48 heures, c'était plié. Donc je pense que du coup, il a évité qu'il y ait un foyer de crise politique qui s'installe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le successeur est plutôt bien choisi. Olivier Véran, c'est un type qui tient très très bien la route, qui connaît extrêmement. C'est un médecin qui connaît très très bien le dossier, on a l'impression qu'il a toujours été là, au bout de, ça fait 15 jours, il a tout de suite été sur le pont, il bossait en plus avec Agnès Buzyn, donc il connaît très très bien le dossier, donc finalement on voit que ça s'est fait plutôt en douceur et qu'il n'y aura sans doute pas de dommages collatéraux à cause de ça. Brice Teinturier, est-ce qu'on a déjà des enquêtes qui nous permettent de mesurer l'état de l'opinion face à ce coronavirus? Est-ce que nous sommes tous très inquiets collectivement? Ou est-ce qu'on se dit, tiens, on nous refait le coup de 2009, on nous fait paniquer comme en 2009 avec le H1N1, et puis finalement, ça a fait pchit, ce H1N1 en 2009? Non, à Ipsos, on a lancé très rapidement une enquête dans 8 pays. Les résultats étaient d'ailleurs assez convergents, et il y avait une inquiétude qui était forte dans quasiment tous les pays, et une approbation des mesures, soit de confinement, soit de mise en quarantaine.
Donc les Français, comme la plupart des opinions publiques dans les autres pays, sont quand même inquiets. Je précise juste que c'est une étude qui a déjà quelques jours de retard et que je pense que les réactions sont très fortement indexées sur le nombre de morts, sur le nombre de cas et sur la possibilité d'une pandémie ou pas, et que celle-ci devient de plus en plus importante. Donc moi je m'attends à ce qu'on ait une opinion publique évidemment de plus en plus attentive et inquiète. Maintenant sur la façon dont le gouvernement... Donc ce que vous disiez, pardon, mais qui soutient et en attente de mesures fortes, comme le en attente de confinement mesures en Italie, fortes, etc. en attente d'informations aussi. Et dans ce type de crise sanitaire où effectivement la gestion est extraordinairement difficile, si les Français ou si l'opinion publique de manière générale a le sentiment qu'on lui dissimule la moindre chose, là c'est catastrophique. Donc il faut trouver ce juste équilibre, mais il faut aussi informer de manière très factuelle. C'est, me semble-t-il, ce que jusqu'à maintenant le gouvernement arrive peu ou prou à faire, c'est-à-dire qu'il ne s'engage pas sur ce qui va se passer demain, etc. Il est au contraire très factuel et on a de l'information tous les jours sur le nombre de cas. Il y a un autre indicateur qui est important, c'est qu'il faut arriver à maîtriser un peu les informations. Je dis un peu dans l'idéal, évidemment les maîtriser totalement. Et il y a une relative bonne maîtrise jusqu'à maintenant des plateformes, puisque si vous tapez coronavirus, le référencement principal vous aiguille sur le site de .gouv.fr, de santé.gouv.fr. Ça, mine de rien, c'est une vraie performance. C'est-à-dire qu'on évite aujourd'hui qu'il y ait une explosion d'informations sur les réseaux sociaux, dans les plateformes, qui ne seraient absolument pas objectivables, pas contrôlées. Pour l'instant, le gouvernement arrive à maîtriser à peu près ce qui est émis comme information. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je crois que là où la situation est totalement imprévisible, c'est que si ça progresse évidemment, vous allez avoir une montée très, très forte, très brutale des inquiétudes. Et là, on ne sait pas très bien du coup si le degré de confiance à l'égard du gouvernement restera fort ou pas. Le fait qu'il y ait une communication aussi avec un DGS, avec un directeur général de la santé, avec un ministre de la Santé qui est un médecin, on vient de le rappeler, ce n'est pas totalement anodin. Ça crédibilise. Ça crédibilise, et puis vous avez une sorte de partage des rôles, un peu comme on l'a dans les affaires, comme on l'a eu dans les affaires terroristes avec le procureur Molins à une époque. Et bien là, vous avez un homme de l'art qui est un DGS qui vient donner des informations. Ça, c'est pas mal parce que ça dépolitise la gestion de crise au mauvais sens du mot politique pour une partie des Français. C'est-à-dire, ça donne le sentiment qu'on donne aussi la responsabilité aux professionnels qui sont des médecins, qui sont des gens qui relèvent de la sphère médicale. Alors, 20 nouveaux cas confirmés en seulement 24 heures, plus de 2000 élèves en quarantaine et la Bourse de Paris qui s'écroule. La crise du coronavirus s'installe chaque jour un peu plus en France. Face à une épidémie qui semble désormais inéluctable, le gouvernement s'emploie à rassurer les Français. Le point sur la situation avec Myriam Zéhar et Nicolas Baudry-Dasson. Depuis près de 48 heures, l'Oise est devenue l'épicentre de l'inquiétude en France. Principal foyer de contamination au coronavirus. Dans cette zone, les habitants restent donc sur leur garde. Ça fait peur quand même. Ça fait très peur parce que sachant que moi je suis déjà malade, donc ça fait très peur. Là, je dois me faire opérer de la cataracte, mais je pense que je n'irai pas. Ah bon? Non, non, c'est dans les hôpitaux en ce moment. Faut faire attention. Des hôpitaux pour certains sous surveillance. L'hôpital de Creil a déjà fermé 2 services. Et depuis hier, 117 agents de l'hôpital de Compiègne sont désormais confinés. C'est là que l'enseignant décédé a séjourné, ainsi que l'autre patient toujours hospitalisé à Amiens. 2 hommes qui ne rentraient d'aucune zone à risque. La propagation inquiète, d'autant qu'hier soir, lors de son point quotidien, le ministre de la Santé annonce 20 cas supplémentaires en France, dont la majorité dans l'Oise. Du nombre de cas sur notre territoire. Nous avons identifié un regroupement de 12 cas reliés aux malades identifiés dans l'Oise, qui semblent liés entre eux par une chaîne de contamination. Parmi ces 3 personnes, 3 ont été diagnostiqués. Parmi ces personnes, 3 ont été diagnostiquées sur une base militaire. La base militaire de Creil, d'où vient l'homme hospitalisé à Amiens. Une base où les personnels ont pu être en contact avec des employés de Roissy, qui résident autour de Compiègne. Trouver le patient zéro, toujours inconnu dans l'Oise. C'est le défi des enquêteurs attendus sur place aujourd'hui. Mais pour les élus, il faut surtout plus de soignants. Moi, ce que je demande à l'Agence régionale de santé, c'est qu'il y ait des personnels complémentaires qui soient détachés, des médecins, des soignants, pour les hôpitaux en difficulté. Et à mon avis, l'effort fait en ce sens n'est vraiment pas suffisant. Au total en France, au moins 24 personnes seraient hospitalisées à cause du coronavirus.
Une situation surveillée heure par heure, promet le gouvernement. Avec ce matin des ministres sur le pont qui martèlent le même message. Nous faisons tout en lien évidemment avec les autorités de santé. Toutes ces choses-là ne s'improvisent pas. Il doit y avoir une unité de commandement. C'est pourquoi le Premier ministre et le ministre de la Santé sont évidemment en surplomb de tout ce que nous faisons. Le Premier ministre l'a dit hier, la situation est très évolutive et l'État, le gouvernement, n'hésitera pas à prendre des mesures adaptées, mais toujours éclairées de l'avis des scientifiques qui recommande depuis plusieurs semaines les meilleures méthodes pour éviter la propagation du virus en l'état. Et si demain nous sommes en phase épidémique, alors le système de santé est prêt. Le gouvernement se dit prêt et se veut sur tous les fronts. Ce matin, nouvelle réunion. Cette fois au ministère du Travail avec les partenaires sociaux. À l'ordre du jour, la santé des salariés et des entreprises. Nous avons mis en place dans mon ministère une cellule de crise qui me remonte quotidiennement les informations sur la situation des entreprises, la situation des PME comme la situation des grandes entreprises, en France et dans le monde, et qui va évaluer au jour le jour les problèmes de chaîne d'approvisionnement auxquels pourraient être confrontés un certain nombre d'entreprises en France. Une situation économique scrutée avec attention par les ministres. D'autant que ce matin, la bourse de Paris a une fois de plus ouvert à la baisse. Moins 3,14%. Un vendredi dans le rouge et une semaine d'ores et déjà annoncée comme la pire depuis la crise de 2008. Alors, question téléspectateur, l'avenir politique de ce gouvernement dépendra-t-il de la gestion de cette crise sanitaire, Yves Tréhard? Je vous réponds oui, évidemment, mais ça dépend de l'ampleur de la crise. Si c'est une épidémie qui passe et qui dure quelques jours seulement, c'est sûr que ça ne sera pas catastrophique, enfin ça ne sera pas inquiétant, mais comme l'a dit Brice tout à l'heure, si ça devient une épidémie forte et qu'elle s'installe dans le pays et que la réponse des autorités publiques, donc du gouvernement, est une réponse molle ou qui n'est pas à la hauteur, ou là, ça peut très vite, si vous voulez, inquiéter. Je vous rappelle quand même qu'en 2003, quand il y a eu la canicule, le professeur Mattei, qui était aussi un médecin, un grand professeur de médecine de Marseille, interviewé dans le journal de 20 heures, alors que la canicule faisait de nombreuses victimes, notamment parmi les personnes âgées, apparaissant dans son jardin en polo décontracté, ça lui a coûté, alors là, ça n'a pas coûté la carrière du gouvernement, mais ça a coûté la carrière de M. Mattei, qui était promis à une très belle carrière, justement, politique, qui est un homme de grande qualité. Donc, évidemment, autant, si vous voulez, dans la communication, évidemment, est-ce que cette communication est bien réglée, ne pas en faire... Vous avez deux choses, rassurer et prendre des précautions. Et il faut en faire ni trop, ni pas assez dans chacun des deux fronts, sur chacun des deux fronts. Et donc, ça, c'est compliqué. Il est évident qu'une crise comme ça, c'est un peu comme en politique étrangère, je dirais. Si vous vous plantez, vous êtes tenu pour responsable. Et si vous passez bien, je dirais, la crise, c'est pas évident que vous en tiriez les marrons du feu. C'est tout à fait étonnant, mais c'est un peu comme ça. Alexandra... Mais bon, encore aujourd'hui, c'est tirer des plans sur la comète parce qu'on ne sait pas si cette épidémie est d'une grande gravité. Ce qui est sûr, et on l'a dit depuis le début, pour prendre une comparaison n'est pas raison, mais le régime chinois, le régime communiste chinois... Perdu des plumes. Non, mais il pouvait jouer son maintien, et il peut encore jouer son maintien avec cette histoire. Bien sûr. Parce qu'il y a eu le mensonge, il y a eu l'incompétence. Et on parle beaucoup de ce qui se passe dans les grandes villes, Pékin, Shanghai, Canton, la côte. Mais il faut aller à l'intérieur du pays pour voir vraiment ce qui s'y passe. Alexandra Schwarzbrod. Oui, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que pendant qu'on parle du coronavirus, et on en parle tous en permanence, on ne parle pas des sujets qui fâchent. Donc ça, c'est peut-être plutôt un point positif. Le problème des retraites, par exemple. Par exemple, les retraites, où les discussions sont enlisées à l'Assemblée, où on a la guerre des amendements, etc., où il y a le plan, la menace du 49.3, on n'en parle plus. Les mouvements sociaux qui ont eu lieu depuis des mois, depuis l'automne,
on n'en parle plus. On ne parle plus. Et même la crise de l'hôpital, je trouve que finalement, on en parle. Alors, en effet, il y a certains élus de l'opposition qui en profitent pour tirer la sonnette d'alarme, sans doute à juste titre, mais finalement, ce n'est pas tellement sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'il y a une réelle inquiétude de la population. Une union nationale, vous diriez, quelque part, et c'est bon, le peuple est réuni pour faire face à la maladie. Une sorte, absolument. Avec ses gouvernants. Voilà, je pense que c'est dans des moments comme celui-ci, tout le reste passe un petit peu à la trappe, parce qu'il y a une espèce de peur collective. Alors, il y a évidemment l'Union nationale, sauf Marine Le Pen, qui a un boulevard devant elle sur la fermeture des frontières, qui appelle la fermeture des frontières, mais c'est ce qu'elle, voilà, c'est son credo. Donc ça, c'est pas très surprenant. Et d'ailleurs, c'est le pire que révèle ce genre de crise. Hein. C'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger. C'est ça, moi, qui me fait presque plus peur que le drame sanitaire, que l'inquiétude sanitaire. C'est surtout ce que ça révèle chez beaucoup, et notamment à l'extrême droite. Vous accusez Marine Le Pen de procéder à une exploitation politique de ce virus. Mais pas seulement Marine Le Pen, Matteo Salvini en Italie, toute l'extrême droite en Europe réclame la fermeture des frontières, revient là-dessus. Et ça, je trouve ça plutôt inquiétant. Brice Teinturier ? Que cela fasse écran à certains autres sujets, c'est tout à fait probable. Ça ne veut pas dire que les Français, d'ailleurs, oublient le sujet des retraites, mais ça peut faire écran. En revanche, c'est un sujet, je pense, qui est beaucoup plus difficile à traiter pour le gouvernement, parce qu'il subit la situation. Sur des politiques publiques, que ce soit les retraites ou d'autres sujets, il prend son risque, il fait ses arbitrages, il y a du pour, il y a du contre, il réussit plus ou moins sa communication, mais il est quand même un peu en situation de maîtrise. Là, il subit totalement la crise. Donc il peut apparaître comme impuissant ? Il peut apparaître comme impuissant, tout à fait. Il peut demain apparaître comme débordé. Donc il est obligé d'être dans une communication au jour le jour très factuelle, parce que s'il annonce quelque chose, s'il apparaît comme trop optimiste ou comme trop pessimiste et qu'il est démenti par les faits le lendemain, sa crédibilité, elle est laminée. Donc on est dans un exercice, je trouve, beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué pour lui. Et le bénéfice à ce que d'autres sujets soient passagèrement occultés, je pense, est moindre que les risques pris dans une telle crise. Cécile Cornudet, on vient de voir dans le sujet, il y avait quand même Bruno Le Maire à la manœuvre. On a l'impression que tous les membres du gouvernement sont à la tâche. Voilà. Oui, tout à fait. C'est comme si tout le monde avait tiré les leçons de la catastrophe de Lubrizol, où, vous savez, là, il y avait vraiment eu un vrai patouillage en termes de communication du gouvernement. Là, on a effectivement... Ça les a marqués, Lubrizol. Ah oui, ils se sont dit, tiens, on va faire le contraire. Je dirais que c'est la première grande crise à l'ère de l'hyper-défiance. Ils se sont rendus compte que dès qu'ils disaient quelque chose, on pense, les gens entendaient le contraire. Donc, c'est comment vous gérez ça. Donc là, on a le président de la République qui est tout de suite monté au créneau hier en allant dans un hôpital, et vous avez chaque ministre qui intervient sur son champ d'application. Donc en termes de communication, c'est plutôt... et le tout s'appuyant sur les experts, parce qu'on voit dans les sondages, ça, les Français ont confiance dans les experts. Après, quand on va rentrer dans une autre phase, à mon avis la plus délicate, ce sera celle de l'hôpital, justement. Comment, quand il y aura vraiment des malades, quand il faudra en envoyer aux urgences, comment, dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'hôpital, tout ça va être géré. Ils sont en train de préparer ça. Hein. Il y aura une entrée urgence normale et une entrée urgence spéciale coronavirus pour que les gens ne se mélangent pas, etc. Mais ça peut révéler l'extrême fragilité de l'hôpital public, et on ne sera plus dans la communication. Là, on sera dans la gestion d'une crise sanitaire. Si elle est vraiment très importante, ce sera compliqué. Il faudra aussi une mobilisation des médecins de ville, une bonne répartition entre les cas pas graves qui devront être envoyés sur les médecins de ville et les cas graves dans les hôpitaux. Donc là, ça va être le point le plus dangereux. Je suis d'accord avec Cécile. Oui, c'est vrai qu'il joue un gros... Oui, parce que les hôpitaux, il y a la crise à l'hôpital qui se superpose à cette crise sanitaire. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des mesures de niveau 2 qui seraient plus coercitives avec des confinements imposés. Est-ce que comme les Chinois, comme à Wuhan, on accepterait, puisqu'il n'y a pas de policiers derrière vous pour bien vérifier que vous êtes chez vous quand vous bien êtes sûr, malade. on n'est pas dans un régime autoritaire comme les Chinois. En plus, avec une forte propension à la délation là-bas. Hein. Il y a eu des scènes, notre correspondant à Pékin nous a raconté des choses absolument incroyables. Hein. Donc on n'est effectivement pas dans cet état d'esprit-là, mais je suis tout à fait d'accord avec Cécile. C'est-à-dire que si vous interrogez les médecins de ville aujourd'hui, ils sont un peu démunis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu encore les consignes, ils n'ont pas reçu, même s'il y a un débat à savoir si masque et pas masque, ils n'ont pas reçu le matériel
adéquate, avec des masques qui n'ont rien à voir avec les masques qu'on voit de temps en temps dans la rue. Là, c'est des masques beaucoup plus sophistiqués que ça, des gants, enfin tout un matériel qui n'est pas encore. Et là, ça révèle que effectivement, le dispositif médical français, qui est loué de par le monde pour sa qualité dans sa recherche et dans ses soins, quand il s'agit de choses extrêmement pointues, eh ben, il est un peu fatigué. Il est un peu. L'affaire de Compiègne et de Creil est quand même assez. Bon, on était au début de la crise, mais quand vous voyez que tout le personnel médical qui s'est penché sur ce patient malheureusement décédé, eh ben, aujourd'hui est en quarantaine. Comment vous faites pour le remplacer, ce personnel-là? À partir du moment, et l'hôpital de Creil, avec l'hôpital de Compiègne, ce sont les deux hôpitaux. Il doit y avoir Laon, il doit y avoir un hôpital peut-être aussi à Soissons, mais dans la région, dans le département, ça doit être compliqué maintenant en cas d'augmentation et de progression de l'épidémie. Comment ils vont faire pendant 15 jours? Donc tout ça, ça doit être pensé en amont, ça ne doit pas être simple. Le ministre de la Santé ne doit pas avoir beaucoup d'heures de sommeil, à mon avis. Il y a donc un défi organisationnel qui attend, énorme. Pour gérer l'épidémie. Oui, il y a un débat sur les moyens qui a déjà commencé, puisque certains disent qu'il faudrait recentraliser la production de médicaments en France. Et derrière ce débat sur les moyens, qui ne fait à mon avis que s'amorcer, cette crise-là est aussi une bûche extraordinaire dans le fourneau anti-mondialisation. C'est la démonstration, mais alors avec des aspects individuels et sanitaires extrêmement forts, de ce que provoque un monde totalement ouvert. Donc tous les partisans de la démondialisation, tous ceux qui critiquent les effets négatifs de la mondialisation, de Marine Le Pen à une partie de la gauche, vont trouver là un ingrédient supplémentaire sans même avoir besoin de le formuler. Pour les Français, on vit très concrètement une situation, peut-être de pandémie demain, en tous les cas aujourd'hui inquiétante, d'une crise sanitaire qui vient d'un monde ouvert, tout simplement. La plus belle illustration, c'est qu'on découvre qu'on est dépendant à 90% pour nos antibiotiques qu'on est dépendant de la production chinoise. Et puis qu'un virus se propage d'autant plus rapidement que les frontières sont ouvertes. Mais bien sûr, vous avez évoqué les entreprises aujourd'hui. Tous les salariés d'entreprise le vivent au quotidien. Ils voient bien que la question centrale, c'est mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'un voyage qui devait se faire à l'étranger, il faut continuer à le faire? Quelle décision on prend? Les entreprises annulent leur voyage à l'étranger. Les voyages d'affaires sont... Et Alexandra Schwarzbrod, quand Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dit ce coronavirus est un game changer, donc quelque chose qui change le logiciel de la mondialisation, est-ce que vous pensez véritablement que ça va enfoncer le clou dans le fait qu'il faut relocaliser et qu'il faut arrêter ces chaînes de production qui s'étalent? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça va être très intéressant dans les mois qui viennent et j'espère que certains vont s'en emparer. Sanofi s'en est emparé en disant qu'il voulait relancer une chaîne de production sur les principes actifs, sur les principes actifs des médicaments en Europe. Absolument, parce que pour l'instant, ils sont essentiellement produits en Chine. Et ils disent, il n'y a pas, sur les boîtes de médicaments, il n'y a pas écrit Made in France ou Made in Europe. Il faut qu'il y ait écrit ça. Mais il faut absolument s'emparer de ce dossier, ne pas le laisser dans les mains de l'extrême droite, justement. Empêcher que ce débat soit préempté par l'extrême droite pour dire sus à la mondialisation, démontons tout ça, retranchons-nous derrière nos frontières. Non, il faut un débat, des discussions sur qu'est-ce qu'on relocalise, qu'est-ce qu'on ne relocalise pas, et essayer de voir comment s'organiser, comment le monde de l'économie, le monde politique, le monde des affaires peut s'organiser à l'avenir pour essayer d'éviter ce genre de grave crise et surtout, je pense très important, ne pas laisser ce débat uniquement à l'extrême droite. Alors, même si les oppositions douces, enfin je veux dire les Républicains et le Parti socialiste critiquent peu pour l'instant sur la gestion du gouvernement. Un petit peu les Républicains, notamment à Nice, Éric Ciotti a été assez offensif pour dire qu'il faut des contrôles aux frontières. Il faut dire aussi qu'on est dans des élections en ce moment, des élections municipales. C'est pas pour rien que ce sont des maires qui ont décidé des mesures de confinement que l'État prenait pas. Par exemple, le fait d'écourter le carnaval de Nice, d'écourter la fête du citron à Menton. Tout ça, c'est des mesures de maire. Donc c'est vrai que ça, c'est une pression supplémentaire sur le gouvernement. Mais c'est vrai qu'il y a toute une réflexion sur quelles sont les entreprises stratégiques. Et la santé, c'est des entreprises stratégiques. Mais ça ne résout pas non plus complètement le problème. Parce que regardez, il y a eu l'implantation en France de ces entreprises qui fabriquent les masques. Mais aujourd'hui, si les médecins ont tant de mal à avoir des masques, c'est que ce sont les Chinois qui ont acheté toute la production parce qu'ils ont eu la maladie avant nous et eux, ils savaient que... Les masques qu'on produit en France sont expédiés en Chine. Il y en a eu beaucoup.
C'est pour ça que c'est quelque chose qui va questionner encore plus le libéralisme, tout simplement, et qui va, je crois, renforcer la demande de régulation. C'est ce que vous disiez, sans utiliser ce terme, mais je pense que ça va être une pression supplémentaire pour un monde plus régulé, plus contrôlé, plus protégé, plus régulé. Alors, une crise sanitaire à seulement 2 semaines d'une échéance électorale qui pourrait s'avérer très délicate pour le président de la République. Marseille, Lille, Grenoble, la plupart des candidats La République En Marche au municipal sont pour l'instant largement distancés dans les sondages. Exemple à Bordeaux, où la majorité espérait profiter du départ d'Alain Juppé. Raté, son candidat est pour l'instant 4e derrière un certain Philippe Poutou. Vous voyez ce sujet de Juliette Perrault, Pierre Dehorne avec Paul-Rémy Barjavel. Bonjour. Opération tractage sur un marché pour Thomas Cazenave. Il est le candidat investi par la majorité présidentielle aux élections municipales à Bordeaux. Et l'étiquette LREM semble lourde à porter. Oui, vous aussi. L'arrogance qu'il y a eu au départ de notre président, c'est pas passé. Je peux vous garantir qu'il y a un sentiment de haine épouvantable. Les réformes qui ont été engagées ne sont pas satisfaisantes. Les réformes qui sont engagées ont été d'abord de taper sur la tête des retraités, on suit. Pas très agréable. On a oublié ça, non? Ah non, mais c'était dans le projet d'Emmanuel Macron. La mauvaise image d'Emmanuel Macron, un handicap pour Thomas Cazenave. Difficile pour le candidat de détacher sa campagne locale des actions et réformes du président de la République. Je ne vais pas vous dire qu'on ne nous interpelle jamais sur les sujets nationaux, ça arrive, sur le président, le gouvernement, la réforme des retraites, ça arrive. Ce n'est pas la majorité des cas, mais des fois on est interpellé, donc il faut expliquer pourquoi la réforme était dans le programme d'Emmanuel Macron, du régime universel, le sens que ça a. Emmanuel Macron avait pourtant réalisé un bon score à Bordeaux au premier tour de l'élection présidentielle en 2017. 3 ans plus tard, l'électorat macroniste semble se détourner de la majorité présidentielle. Selon un récent sondage, Thomas Cazenave n'est crédité que de 11% des intentions de vote au premier tour. Et le MoDem, pourtant allié de LREM, a ici décidé de soutenir l'actuel maire Les Républicains de Bordeaux. Bordeaux s'est métamorphosée, mais elle est aussi à la croisée des chemins. Son clip de campagne, une ode à l'expérience et la continuité. Car Nicolas Florian revendique une filiation politique avec Alain Juppé. Parce que j'aime passionnément Bordeaux. J'ai besoin de vous. Faisons-nous confiance. Moi j'ai l'expérience, je connais les dossiers, et puis on a un projet collectif qui s'inscrit dans la continuité, comme je le disais, de l'action d'Alain Juppé. C'est ça la vraie différence. On a l'expérience, on a l'expertise, et puis on a l'enthousiasme. À un peu plus de 2 semaines des municipales, le maire sortant fait la course en tête, avec 40% des intentions de vote, loin devant la liste LREM. Une autre liste espère bien tirer son épingle du jeu. Les écologistes entendent tourner la page Alain Juppé. Faire du copier-coller Juppé sans Juppé, ça marche pas, quoi. Aujourd'hui, les électeurs attendent des femmes et des hommes politiques qui soient un petit peu innovants. Le modèle d'Alain Juppé, je le dis souvent pendant cette campagne, a eu ses mérites. Mais c'est un modèle qui est totalement périmé. L'urgence climatique, par exemple, était totalement absente des préoccupations d'Alain Juppé. Mais la surprise des sondages, c'est la 3e position de Philippe Poutou. Allez, ça tourne, action. L'ancien candidat à l'élection présidentielle bénéficie, selon lui, du climat social. On est vraiment dans une situation sociale de contestation, de colère, et on a l'impression que les gens relèvent la tête et qu'ils osent dire plus facilement qu'il y en a marre. Et en fait, on fait la jonction entre cette question-là de la rue qui lutte et puis des urnes aujourd'hui. Donc on pense qu'il y a les moyens de faire entendre plus fort la révolte contre un système profondément injuste. À Bordeaux, rarement la campagne des municipales n'a été aussi incertaine. La ville devrait connaître un second tour aux élections municipales pour la première fois depuis 1947. Voilà, et on vote dans 2 semaines. Alors, justement, question téléspectateur. Le risque de contagion augmente de jour en jour. J'ai 70 ans et je ne suis pas vraiment sûr d'aller voter. Brice Teinturier, les gens vont se déplacer ? Eh bien, écoutez, avant même le coronavirus, moi, je commençais à chercher à 2 semaines du scrutin quel est ce que nous ne voyons pas et qui va nous exploser à la figure le soir du scrutin. Et l'abstention me paraît être
un des éléments possibles. Parce qu'il y a une colère dans ce pays qui est extrêmement forte. Mais pour l'instant, dans nos enquêtes, on ne voit absolument pas de flambée du Rassemblement national ou de flambée des listes France Insoumise. Donc c'est un peu paradoxal. Du coup, ma question, c'est comment va se canaliser cette colère ? Si elle ne passe pas par ce type de vote, qu'on retrouvera pour la présidentielle, j'en suis convaincu, mais si ça ne passe pas au municipal par ce type de vote, ça peut passer par un rejet des urnes comme moyen d'expression de ce qu'on veut et donc une abstention qui serait encore plus forte que ce qu'on a eu la dernière fois. Et si vous y rajoutez maintenant le coronavirus, oui, les ingrédients me semblent réunis pour qu'on ait une hausse de l'abstention, je ne sais pas quel niveau encore, mais à ces élections municipales. Donc cette question de notre auditeur est tout à fait pertinente par rapport au moment présent, à la fois dans des logiques politiques et dans des logiques de crise sanitaire. Cécile Cornudet, on peut s'attendre à une forte abstention et des isoloirs vides ? Sans doute que cette épidémie, s'il y a épidémie, va perturber les élections municipales. Comment ? Est-ce qu'on pourra tenir des réunions publiques ? Est-ce que les maires, déjà aujourd'hui, travaillent à ce que les bureaux de vote soient organisés de telle façon qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps dans la salle. Donc il y aura peut-être plus de contrôle à l'entrée où ils vont dédoubler les salles. Enfin, ils sont tous en train de réfléchir à ça pour qu'il n'y ait pas une sorte de psychose autour de l'élection qui fasse qu'effectivement personne ne vienne voter. Surtout si c'est les personnes âgées, ce sont les plus votants, qui se sentent fragilisés et qui ne viennent pas, ce sera vraiment embêtant. Ils votent pour qui d'ailleurs les personnes âgées ? Est-ce qu'il y a un parti en particulier qui pourrait être désavantagé ? LR et la République En Marche. Oui, Brice Taturier, voilà, LR et la République En Marche. Alors après, on pourrait envisager de les annuler si vraiment l'épidémie venait à se propager. Dans tous les scénarios étudiés, il y a celui-là. Il y a des gens qui travaillent au gouvernement, mais ce serait vraiment en dernier recours, parce que c'est extrêmement compliqué à faire, c'est très très cher. Reporter juste de 15 jours, ça ne servirait à rien. Il faudrait quand même, parce qu'on ne saurait pas quand finit l'épidémie. Et derrière, en septembre, il y a les élections sénatoriales qui dépendent des élus qu'on va avoir. Donc ça fait tout un enchaînement. Plus c'est cher en plus, donc c'est très compliqué. Et surtout, la vraie raison qui fait que le gouvernement va vraiment tout faire pour ne pas reporter les élections, c'est qu'ils vont être accusés de tripatouillage. D'autant qu'ils sont en difficulté dans ces élections. Donc tout de suite, on va avoir tous les autres partis qui disent « Ah ben voilà, ils prennent le premier prétexte pour ne pas faire les élections ». Donc il y aura sans doute des aménagements, mais à mon avis, quand même, le scrutin devrait se tenir. Alors, la République En Marche qui est en difficulté dans ces élections, Yves Tréhard, comment se passent les premiers pas d'Agnès Buzyn, candidate de la République En Marche à la mairie de Paris alors ? Il y a eu deux étapes, si vous voulez. Il y a eu une première étape quand elle est arrivée, où à l'intérieur même du camp de la République En Marche et des sympathisants, il y avait plutôt une espèce de soulagement, parce qu'ils voyaient bien que la campagne de Benjamin Griveaux, elle n'arrivait pas à partir, elle n'arrivait pas à surmonter les obstacles, et elle était plutôt, dans les sondages, qui ne sont pas... c'est pas un pronostic, enfin bon, il reculait plutôt. Donc elle apportait un nouveau souffle, si vous voulez, et c'est vrai qu'elle était plutôt assez bien accueillie, et même chez les votants, en général, de voir une femme arriver très souriante, parce qu'elle a vraiment montré un visage extrêmement souriant que n'avait pas Benjamin Griveaux, qui lui était reproché d'ailleurs pendant cette campagne. Et puis après, il y a eu un deuxième temps. C'est-à-dire qu'après, il a fallu rentrer dans le dur pour Madame Buzyn dans la campagne en disant quelque chose. Alors évidemment, elle a dit propreté, sécurité, mais c'est un peu court, surtout que c'était les mêmes mots que Madame Dati. Et puis elle est rentrée dans des polémiques qui, à mon avis, n'étaient pas bonnes. Elle a commencé à s'en prendre à Hidalgo en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment préparé la ville de Paris justement au coronavirus, alors que Mme Hidalgo a brandi immédiatement des courriers qu'elle avait eus avec Mme Buzyn quand Mme Buzyn était au gouvernement, donc ça l'affiche assez mal. Et on sent que là, si vous voulez... Elle a aussi vanté les terrasses chauffées. Alors les terrasses chauffées, alors bon, il y a du pour, il y a du contre, vraisemblablement. Enfin, pas de quoi s'attirer le vote écolo. Voilà, mais ce qui lui manque, c'est une structure, si vous voulez, une structure... de plans, de propositions pour Paris. Ce qu'il aurait fallu à Mme Buzyn, et qu'elle n'a pas encore dévoilé, c'est une idée force, nouvelle, réalisable, qui soit autre chose que de faire un Central Park dans Paris. C'était l'idée de Benjamin Griveaux. C'était l'idée de Benjamin Griveaux qu'elle a abandonnée, tout comme le prêt de 100 000 € pour s'acheter un logement. Mais elle n'a pas réussi à marquer de son empreinte son entrée en campagne sur le plan programmatique. Alors, on verra, elle a encore une quinzaine de jours pour le faire,
Mais c'est un peu compliqué. Et on peut lui reprocher, parce que sans doute certains le feront quand même, le fait d'être pas aux affaires et de s'occuper du coronavirus, comme vous le disiez tout à l'heure, même si elle est tout à fait bien remplacée dans ce domaine. Mais justement, Alexandra Schwarzbrod, c'est l'une des difficultés pour Agnès Buzyn, c'est que dès qu'elle est interrogée, on lui parle du coronavirus, on lui parle absolument pas de ses projets sur Paris. Il y a ça qui intéresse les journalistes. Oui, enfin. Ce qu'elle pense du coronavirus. Oui, pas que ça quand même. Moi, je pense que c'est surtout sa plus grande fragilité, Agnès Buzyn, c'est qu'elle n'est pas du tout écolo dans l'âme. C'est-à-dire qu'elle c'est pas un dossier qu'elle connaît bien. On l'a jamais vue tenir des propos. D'ailleurs, ce que vous disiez sur les terrasses chauffées montre bien à quel point c'est loin de ses préoccupations. Et c'est un gros problème par rapport face à une Anne Hidalgo qui, elle, a la réserve de voix écolo au deuxième tour. Au deuxième tour, si vous voulez, Anne Hidalgo bénéficie de cette réserve de voix potentielle des écolos. Il est probable qu'ils se reporteront davantage sur Anne Hidalgo que sur les deux autres. Agnès Buzyn, elle n'aura sans doute pas ces voix-là si elle se trouve au deuxième tour. Alors, Cécile Cornudet, vous voulez... Elle aurait pu aussi essayer de construire quelque chose avec Cédric Villani. Je pense que moi, c'est ça le plus grand échec de cette première semaine de campagne. C'est qu'Emmanuel Macron leur a demandé à tous les deux, maintenant, il y avait un différend très fort entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Il n'existe plus, parlez-vous, et ça n'a pas marché. Elle n'a pas fait la période. Brice Saturay, un mot sur Édouard Philippe, quand même, le Premier ministre, avec tous ces dossiers, avec ce coronavirus. Que va-t-il faire à se présenter, à faire campagne au Havre? Est-ce que ça ne paraît pas un peu décalé? Plus il y a une situation de crise qui appelle de la part des Français les membres de l'exécutif et donc forcément le Premier ministre aux commandes, et plus effectivement il y a ce risque pour lui d'apparaître un peu déconnecté par rapport à l'urgence de la situation. Jusqu'à maintenant, il parvenait à le gérer très bien, avec une gestion de l'agenda parfois un peu compliquée, mais il arrivait à le gérer. Là, on revient à notre discussion du début, c'est-à-dire si la crise s'accélère, si demain vous avez une multiplication des cas, on comprendra plus difficilement, effectivement, que le Premier ministre soit aussi en campagne dans sa ville, dans la ville dont il était le maire, au Havre. C'est une question nouvelle, ça, parce que... Quel est l'enjeu, quand même, de cette élection au Havre? Est-ce qu'il n'y a pas que des coups à prendre? S'il gagne, on dira c'est normal, après tout, il est Premier ministre. Et s'il perd, est-ce qu'il ne met pas en... Hors crise sanitaire, je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec ce que vient de dire Brice, mais hors crise sanitaire, dans le passé, c'était tout à fait logique qu'un Premier ministre se présente. Chaban-Delmas, on parlait de Bordeaux, était réélu dès le premier tour. Oui, mais il le sera, là? Non, mais alors justement, j'en vais là. Ouais. Pierre Mauroy, en revanche, Premier ministre, a été obligé d'attendre le deuxième tour à Lille en 1983 pour être sûr d'être réélu. Je crois qu'il y avait une force d'entraînement dans l'esprit d'Édouard Philippe et de la majorité présidentielle pour qu'il se présente, en se disant, si le Premier ministre se présente dans une ville, eh bien, peut-être que La République En Marche, qui a quand même très mal préparé ses élections municipales, très très mal. Dans un premier temps, ils ont dit c'est pas un problème. Deuxième temps, ils ont dit mais on va enjamber. Troisième temps, vu les sondages, ils ont pris peur. Et donc là, il s'est dit je vais essayer de faire une force d'entraînement. Je vais me présenter au Havre j'ai toutes les chances d'être élu parce que je rappelle qu'il a été maire du Havre par le passé. Il sera réélu. Il sera élu au Havre. C'est évident qu'il sera élu. Et il démissionnera immédiatement? Non, parce qu'il a déjà dit, et c'est ça qui est assez singulier, il a déjà dit qu'il ne prendrait pas la mairie. C'est-à-dire qu'il va être élu et il reviendra, il restera à Matignon. C'est là où les Français ne sont pas dupes quand même. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de la communication. C'est précisément de la communication. Tout le petit enjeu, c'est de savoir s'il sera élu au premier tour ou s'il faudra attendre le deuxième tour. Il avait été élu au premier tour la dernière fois. Et alors que dit les sondages? Il n'y a pas de sondage. Moi, je n'ai vu aucun sondage au Havre. Il y a beaucoup de listes. Il y a beaucoup de listes. Il pourrait y avoir une triangulaire et une quadrangulaire aussi. Donc il pourrait pas être élu au premier tour. Ces élections passionnent les foules. Est-ce qu'on n'est pas à la tête au coronavirus comme ce téléspectateur de 70 ans? L'intérêt me paraît moindre, alors même que les enjeux sont quand même très importants pour certaines forces politiques, notamment la REM. On évoquait à l'instant Agnès Buzyn, mais c'est pas simplement le cas de Paris. Ce qui va se passer à Paris va solidifier ou affaiblir considérablement la REM. Donc mais alors on ne pourra pas lui reprocher de perte de ville, puisque comme vous me le disiez hors antenne, elle n'en a aucune aujourd'hui. Sauf si elle perd Lyon. Sauf que si elle perd Lyon et si elle ne gagne pas Paris, ça sera quand même Paris. Alors à Lyon est en tête le candidat
écologiste. En tous les cas, il y a Dans la ville à de Lyon. surveiller La ville de Lyon. dans la ville, parce qu'effectivement, ça fait partie des villes où la poussée écologiste semble extrêmement forte. Ça traduit quand même un changement de sociologie, ça, à Lyon, qui était un bastion de droite, non ? Et ça traduit, je trouve, un problème systématique de positionnement pour les candidats de l'AREM. Et c'est ce que vous avez à Paris avec Agnès Buzyn, qui est prise entre un positionnement très clair de Rachida Dati, sur des thèmes de droite, sur un positionnement de droite, très clair d'Anne Hidalgo, sur un positionnement de gauche écologiste. Les deux tiennent bien ça. Agnès Buzyn, dans l'enquête qu'on avait réalisée, il y a eu effectivement, je crois, un effet de soulagement, remonté à 19%, talonné Rachida Dati à 22%. Là, on ne sait plus trop. Et on ne sait plus trop parce que la question du positionnement est forte. C'est assez emblématique, je trouve, de quelque chose de beaucoup plus large que simplement Paris. Et quand on évoque Le Havre ou d'autres villes... Sociologiquement, je voudrais dire sur Lyon, parce qu'on ne peut pas dire que Lyon est une ville de droite. Enfin, qui a toujours élu des maires de droite. Non, le Lyon est la caricature du à part centrisme. Collomb, oui. Non, Édouard Herriot, Radical, Francisque Collomb, Raymond Barre, tout ça, ce sont des gens du centre. C'était des centristes, c'était la capitale du centre. Et la sociologie n'a pas changé. C'est Collomb qui, lui, a eu tort, à mon avis, enfin c'est ce que disent beaucoup de Lyonnais, de revenir se tremper dans ce bain-là, alors que les gens n'ont pas admis qu'il lâche le gouvernement. Alors juste un mot, puisque vous parliez de Rachida Dati avec son programme de sécurité à droite et qui attire les votes de droite. Comment interpréter cette phrase de Jean-Marie Le Pen, alors qu'il y a un candidat Rassemblement National à Paris, qui a dit « Si j'étais parisien, je voterais Rachida Dati, car je trouve que sa personne suscite la confiance ». Bon, il est toujours dans la provoque, Jean-Marie Le Pen. C'est ça, c'est de la provoque. Je pense. Oui, Est-ce que ça peut la desservir, Rachida Dati, ou lui apporter quelques voix ? Ça peut la desservir, je pense. Ça peut la desservir. Le candidat du Rassemblement National à Paris, dans les enquêtes... Qui n'est pas du Rassemblement National, d'ailleurs. Mais il plafonne à 4 ou 5%. Donc il n'y a pas non plus un grand risque à se désolidariser du candidat du Rassemblement National. Puis je pense que c'est toujours la petite bisbille et le ressentiment de Jean-Marie Le Pen vis-à-vis de sa formation d'origine qu'il ne contrôle plus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est, je reviens là-dessus, c'est les écolos. Les écolos qui vont faire le jeu dans de très nombreuses villes, notamment à Strasbourg, à Paris, on l'a dit. Lyon, et donc, c'est vrai que c'est un changement énorme au niveau politique. Tous les incidents du climat qui poussent le vote écolo. Ah oui, l'Australie, toutes ces choses-là. Mais le monde, les mentalités ont totalement changé. La société est en train de changer à ce niveau-là. On le voit tous les jours. Et là, ça va être sans doute une des premières concrétisations de ce changement de société. Moi, je pense qu'il faut faire attention au sondage, parce que le vote vert, c'est un vote de jeunes. Ce sont les premiers à ne pas aller voter, à fortiori au municipal. Quand on vous téléphone et qu'on vous dit pour qui vous votez, vous pouvez donner, vous voyez, dans un sondage, votre vote au vert. Dans les faits, ça va peut-être plus compliqué. Oui, mais en fonction des alliances au deuxième tour, ils vont faire ou défaire. Je rappelle juste que pour les européennes, nous avons sous-estimé le vote écologiste. Il a été plus haut à l'arrivée que ce qu'on avait mesuré. Donc, on n'a pas forcément une surreprésentation non plus du vote écologiste. Alors, c'est l'autre bataille que mène actuellement la majorité, celle de la réforme des retraites. 2 semaines que le texte et ses 41 000 amendements sont en discussion à l'Assemblée. Au bout de 12 jours, il en reste plus de 30 000 à examiner. Alors, entre coup de gueule et coup de fatigue, une option particulièrement risquée politiquement se profile, le 49-3. Les explications de Magali Lacrose et Wan Nguyen. En politique... Le débat a eu lieu à plusieurs reprises, avis défavorable. L'art de la rhétorique, de raconter une anecdote privée à la tribune permet parfois d'éviter de longs discours. Ma femme et mes enfants étaient en tribune. Ils sont venus me voir, je ne suis pas rentré depuis 3 semaines. Traduction pour la majorité. J'ai le droit d'exprimer mon sentiment. Les débats sur la réforme des retraites ont trop duré. Voilà 2 semaines que les députés se chamaillent. Je ne peux pas vous laisser dire cela. Nous créons là un régime plus robuste, plus pérenne, plus juste. Parfois, se rebiffent. Je trouve profondément une forme d'intolérance de tout ce qui ne peut pas vous ressembler. Jusqu'au coup d'éclat. Certains parmi vous ont déclaré « la République, c'est moi ». Eh bien moi, je vous dis que la République, c'est nous et vous, vous êtes rien. Coup de théâtre mardi soir. Les parlementaires de la majorité quittent l'hémicycle officiellement pour protester contre les quelques 30 000 amendements restants. Mes chers collègues, si vous souhaitez quitter l'hémicycle, faites-le au moins en silence. Et je crains effectivement que ceci soit qu'une mise en scène petite et pathétique. L'hémicycle déserté. Une image annonciatrice pour l'opposition du recours possible au 49-3. Scénario évoqué par le Premier ministre quelques heures plus tôt. Si, au bout de très nombreuses heures de débat,
nous constatons que ça n'est pas possible. Alors, la Constitution, Monsieur Abadé, Monsieur le Président, vous le savez parfaitement, autorise, le cas échéant, le Premier ministre à utiliser un article, le 49.3. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution. Pour préparer les esprits, le patron des députés de la majorité évoque l'insurrection démocratique, dit-il, de l'opposition. Nous ne sommes pas dans le schéma habituel. Nous ne sommes pas dans le schéma où il s'agit d'embarrasser la majorité, d'embarrasser le gouvernement, de contester une réforme, ce qui est parfaitement légitime. Nous sommes très clairement dans l'objectif que cette loi ne voit jamais le jour. Ils ont tenté le coup dans la rue, dans les manifestations, dans les grèves, ils y ont échoué par cette voie-là, ils sont en train d'introduire le désordre, l'insurrection démocratique en chambre à l'Assemblée nationale. Mais voilà, le possible recours au 49.3 divise les députés au sein même de la majorité. Dans une tribune à l'AFP, l'aile gauche de La République En Marche proteste. Nous refusons de considérer comme seule issue l'emploi de cette procédure parlementaire qui, rappelons-le, permet au gouvernement de faire adopter une loi sans débat et sans vote, à savoir donc sans le Parlement. Même son de cloche à droite, à gauche et à l'extrême de la gauche. Le 49.3, c'est le passage en force et c'est donc, ça sera le Waterloo politique de ce gouvernement et la défaite personnelle du Premier ministre. La majorité s'impatiente. Nous allons, pour ce qui concerne les oppositions, au fond des sujets. Et en ce moment, les rappels au règlement, les digressions, les plaintes, les grognements, ça vient de la majorité. Quand nous remplaçons un mot par un autre, on ne vient pas à la tribune de l'Assemblée ou au micro expliquer pourquoi nous voulons remplacer un mot par un autre. C'est une occasion, un alibi, j'ose le terme, pour prendre la parole, pour poser des questions précises et avoir des débats de fond. Pour lire et débattre de tous les amendements déposés, il aurait fallu pour les députés disposer de 33 jours à raison de 10 heures par jour et d'une moyenne de lecture de 300 mots à la minute. Sauf que les débats doivent se terminer la semaine prochaine, 49.3 ou pas. Alors, question téléspectateurs, les débats sur la réforme des retraites risquent-ils d'être reportés si le virus s'invite à l'Assemblée nationale ? C'est la même réponse que pour les municipales. On ne sait pas. Pour le moment, il n'y a pas de raison. On peut être malade et être député Non, non. Si on est malade, je pense pas qu'on. Si on garde son titre de député, bien sûr, mais on est en quarantaine. Ou là, il y a un député qui revient d'Italie, qui est pas malade, hein, mais on lui a demandé de prendre un peu de distance pendant quelques temps. Bon, voilà. Mais c'est sûr que. On peut évidemment imaginer que ça soit reporté. Alors la question, Cécile Cornudet, sur le 49.3, le gouvernement y aura-t-il recours pour faire passer sa réforme des retraites ? J'ai l'impression qu'il y a eu deux temps. La semaine dernière, manifestement, il y avait vraiment l'intention de le faire en disant « Regardez, il y a l'obstruction, on sabote le travail, la démocratie, le travail parlementaire. Du coup, c'est normal, légitime qu'on prenne le 49.3. » Et ça s'est un peu inversé cette semaine. J'ai l'impression qu'en tout cas, avant les municipales, Édouard Philippe n'est pas très chaud, ne serait-ce que parce que lui-même est en campagne sur le terrain et voit bien l'effet que ça produirait. En réalité, cette histoire de mise en balance de l'obstruction contre le 49.3, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les gens ne supportent pas, effectivement, de voir ce spectacle à l'Assemblée nationale, mais ils ne le regardent même plus. Ils le prennent même plus en considération. En revanche, le symbole que sera le 49.3, ça risque de cristalliser cette image de gouvernement qui n'écoute pas, etc. Donc, Édouard Philippe, manifestement, et une partie de la majorité ont vraiment plaidé pour qu'on tente tout pour faire vraiment mener les débats le plus longtemps possible et si possible, attendre si on prend le 49.3, c'est à mon avis plus sûr aujourd'hui. Il y a, disons, peut-être une chance sur deux. Donc le débat pourrait durer... En tout cas, après les élections municipales. Alexandra Schwarzbott, c'est quand même une bataille perdue à tout point de vue, cette réforme des retraites. Moi, je trouve que c'est d'une tristesse effarante, et pire même que triste, c'est tragique. Et c'est ce spectacle, justement, qui est donné tous les jours, est un peu à l'image de cette réforme des retraites, qui, depuis le début, a été mal engagée par LREM, qui a accumulé les incohérences, les démentis, toutes les erreurs possibles sur ce projet. On a bien vu ce que ça a donné dans la rue. Les gens...
regardez, au début, quand cette réforme a été lancée, une grande majorité, vous allez me le confirmer, j'imagine, une grande majorité de la population se disait plutôt favorable sur les grands principes généraux, sur les ouais. grands principes les de la principes, réforme universelle, plus égalitaire, etc. Maintenant, ça a totalement basculé. Ils ont fini, enfin, l'exécutif a fini par rendre cette réforme totalement inaudible, trop compliquée, plus personne n'y comprend rien. Et ce qui est en train de se passer, finalement, est une triste fin, enfin, est à l'image de cette réforme qui, du début jusqu'à la fin, n'a pas été correctement menée. Et moi, ce qui me fait peur, une fois de plus, c'est que ça va laisser une colère, un ressentiment dans la population qui risque de faire très très mal aux prochaines présidentielles. Brice Teinturier, quand on voit la France insoumise mettre 40 000 amendements comme ça, les Français acceptent cette façon de faire la démocratie ? Non, je pense que c'est mauvais, évidemment, à la fois pour la France insoumise, parce que les Français ne sont pas dupes. Je pense qu'il y a là une stratégie d'obstruction. Comme ils sont, en revanche, en opposition majoritairement à cette loi, ça ne leur déplaît pas forcément autant que cela. Et puis, ce qui me frappe moi le plus, c'est que le 49.3 est devenu un symbole d'autoritarisme, comme si à lui seul il signifiait une forme de dictature. Et cette idée est martelée, elle est répétée. Sous Michel Rocard, on ne disait pas, quand il brandissait le 49.3, il l'a utilisé de très nombreuses fois, qu'on était dans un régime autoritaire qui ne laissait pas la place au débat public. Donc ça traduit une évolution des mentalités, y compris à l'intérieur même du monde politique, qui fait qu'on ne peut plus avoir recours à un instrument qui figure dans la Constitution, tellement aujourd'hui il est devenu le signe du refus du débat. Et quand vous êtes un gouvernement qui a accumulé cette image-là, d'intransigeance, de dureté, de fermeté, de manque d'écoute, eh bien vous êtes paralysé, alors même que cet instrument reste Je suis assez d'accord avec Alexandra pour dire quand même que les histoires de 49.3, qui est tout à fait constitutionnel et qui a été utilisé près de 100 fois sous la Ve République, plus de 80 fois, en fait, ça intéresse le petit monde politico-médiatique. Le grand problème de cette histoire, c'est le contenu de la réforme. Parce que là, les Français sont très inquiets. Ils sont en colère contre une réforme qui n'a pas été préparée, qui n'a pas été bien préparée, qui n'a pas été bien conçue, et qui, en plus, sur le plan de la méthode parlementaire, achoppe. Donc c'est ça qu'il reproche. 49.3 ou pas 49.3, vous savez, les Français... C'est ce que dit votre sondage, 64% des Français se disent inquiets sur leur retraite, un sondage Ipsos. Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, le gouvernement, sans interdire la libre circulation, ne devrait-il pas inviter les Français à éviter les rassemblements ? C'est probablement ce qui va se passer. Donc les matchs de foot, là, ils vont être arrêtés là ? Attendez, on n'en est pas là, mais l'Italie montre le chemin. Hein. L'Italie, ça y est en phase d'épidémique. Je vous l'ai dit, plus de 600 cas. Le salon de Genève a été annulé. Le salon de Genève a été annulé. Les matchs de football dans le nord de l'Italie, dans les zones en plus Agnès B annule son défilé lundi. Est très virulent. Il y a beaucoup de choses où, effectivement, le grand problème, c'est ce qui se passe au Japon. Et c'est très critiqué. Toutes les écoles fermées jusqu'aux prochaines vacances. Universités, écoles, tout le système scolaire et universitaire ça paraît fou comme est paralysé. Décision. Ça paraît assez fou comme décision. Mais c'est là où ça deviendrait assez grave chez nous, c'est que si plus personne ne pouvait bouger, qu'on supprime, qu'on annule un match, un défilé. Dans ce cas-là, le métro, le métro est un foyer. C'est pas simplement l'école, est-ce que Wuhan, on a bien vu la ville de Wuhan, 100 personnes dans le métro. Vous parliez du métro, 100 personnes dans les rues, 100 personnes dans les magasins. Voilà. Est-ce que c'est envisageable dans nos démocraties ? Est-ce qu'on l'accepterait ? Est-ce qu'on peut l'envisager chez nous ? Je pense qu'on ne peut absolument pas l'exclure. D'abord, la peur est un bon levier, est un bon ferment. Si vous avez un vent de panique qui secoue le pays et effectivement une épidémie qui prend une ampleur démesurée avec des cas mortels de plus en plus importants, ce sont les Français eux-mêmes qui éviteront d'aller dans le métro ou qui demanderont aux entreprises de pouvoir travailler de chez elles, etc. Donc c'est quelque chose qui ne me paraît absolument pas incompatible avec la démocratie. On peut déboucher sur une crise à la fois... économique, très violente, qui soit une crise aussi sociale, c'est-à-dire que on soit... Alors là, les bourses ont connu leur coup de tabac le plus sévère depuis la crise de 2008, depuis la crise des subprimes. Dans un contexte de pandémie, la distribution de masques ne doit-elle pas être gratuite et prise en charge par l'État ? Ça sera le cas. Cécile Cornudet, encore faudrait-il qu'il y en ait des masques. Manifestement, il y a des réserves stratégiques du gouvernement et il en a débloqué là. Donc je pense qu'il y en aura, notamment pour le personnel médical.
Voilà. Et vous voyez bien que c'est la question des moyens qui déjà est en train de revenir. Et c'est la question qui va prendre de l'ampleur. Sur est-ce que les moyens sont suffisants? Est-ce que le gouvernement a assez fait dans le passé et fait assez aujourd'hui ou demain? Donc c'est ça qui va, je crois, polariser le débat à cause de l'inquiétude et de l'inconnu. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il est sage d'envoyer nos masques en Chine et de ne pas se les garder? C'est des entreprises privées. Ça, c'est quand même compliqué de dire aux Chinois, non, désolé, on garde les masques pour nous et vous. Enfin, là, ça me paraît un peu compliqué. Il faut gérer ça au mieux, mais on envoyait un peu quand même. Dans 2 semaines, l'épidémie pourrait connaître un pic en France. Pourrons-nous aller voter sans risque pour notre santé? Je rappelle que les municipales, on a du mal à le croire. D'ailleurs, on voit qu'on s'est détaché de ces sujets. C'est dans 2 semaines. Cécile l'a dit, les municipalités, l'État aussi s'organisent pour qu'il n'y ait pas justement des bureaux de vote qui soient encombrés. Peut-être un étalement des horaires. Un étalement des horaires en fonction des ordres alphabétiques. Enfin, je ne sais pas. Mais et on ne peut pas voter à distance par Internet comme on le fait dans certains pays. Peut-être la procuration, il faudra voir si c'est développé. Ouais. Ça peut être une solution. En 15 jours, ça paraît compliqué. Alors, les personnes âgées auront-elles le courage de se déplacer pour les élections municipales? Voilà, donc c'est un peu la même question. Alors, vous disiez que ce ne serait pas neutre en termes de résultats. Ça peut évidemment infléchir les résultats et au détriment de certaines forces politiques. Au détriment de, vous disiez, la République plutôt des électorats les plus mobilisés, les plus légitimistes, c'est-à-dire plutôt l'électorat LR et la REM. Ouais. Mais il n'y a pas que les personnes âgées. Je pense qu'on oublie un peu que vous avez entre 12 et 15% de Français qui sont atteints d'une maladie chronique, qui se sentent plus vulnérables, et tous ceux-là peuvent s'inquiéter en se disant « mais moi, si j'attrape en plus le coronavirus alors que j'ai un diabète, un problème pulmonaire, eh bien c'est gravissime ». Donc peut-on faire campagne en période de crise sanitaire? Est-ce que ce n'est pas l'unique sujet qui monopolise les débats? Je voyais un maire tout à l'heure qui organisait une fête pour sa campagne et qui disait « il va falloir que je dise au début que je ne vais pas serrer les mains ». Alors que normalement, voilà, un maire en campagne, il ne fait que serrer les mains. Donc rien que pour ça. Mais il y a déjà un candidat qui est en quarantaine, qui est malade et qui ne peut pas faire campagne. Donc forcément, ça va être impacté d'une façon ou d'une autre. Et les réunions publiques, les réunions d'appartements... ça va être compliqué. C'est du temps de parole, tout simplement, qui est consacré à ce sujet et pas aux sujets locaux qui, normalement, auraient été les sujets de la campagne municipale. Agnès Buzyn a abandonné son poste à la santé et semble bien en difficulté dans la campagne pour les municipales. Était-ce un bon choix? Non, je crois que... Oui, mais là, on peut faire le procès comme on veut. Agnès Buzyn... On peut refaire le match. On peut refaire le match. Mais Agnès Buzyn, depuis vraiment qu'elle est ministre, elle a pris goût à la politique. Elle le dit, on l'a tous rencontré dans des conversations. Elle dit qu'elle voulait aller se frotter au suffrage universel. Elle l'aurait fait d'une façon ou d'une autre. Et d'autres vont le faire, d'ailleurs, probablement aux élections régionales. Donc, mais là, sincèrement, elle est remplacée par un homme qui a toutes les compétences pour la remplacer, qui est un praticien. Il continuait en étant député à faire des gardes et à exercer à l'hôpital de Grenoble. En plus, c'est un médecin qui est très apprécié et très de bonne réputation. Donc, sincèrement... Mais est-ce qu'elle pourrait se relever d'un échec là, à la candidature à la mairie de Paris? Elle prend un risque, mais faire de la politique, c'est prendre un risque. C'est vrai qu'elle ne reviendra pas au gouvernement, parce que si elle est battue, ça sera difficile. Elle n'est pas députée, elle n'est pas sénatrice. Et donc, après, comme Benjamin Griveaux était en chute dans les sondages, personne, je pense, lui reprochera. Non, mais par ailleurs, il faut quand même souligner que c'est pas elle qui un jour a dit « j'en ai assez d'être ministre de la Santé, je veux absolument être candidate à Paris ». Elle avait quand même son mot à dire, on imagine, non? Oui, mais enfin, je pense que là, Emmanuel Macron a dû utiliser toutes les armes possibles en lui disant « là, on a besoin de toi ». Elle devait hésiter. En fait, on n'a pas trop le choix, quoi. Non, mais il y a un moment où selon les arguments utilisés, en effet, vous sentez que si vous n'y allez pas, ça va être quand même très très chaud. Donc elle s'est pas sacrifiée parce que comme vous venez de le dire, elle avait envie de faire de la politique, mais elle n'aurait jamais choisi toute seule ce moment-là. Et puis quelle était la solution alternative pour La République En Marche, hein? On impose l'isolement à des lycéens revenant d'Italie, mais on accueille 3000 supporters de la Juventus de Turin. Ça, c'est la grande incohérence. Est-ce que ce n'est pas une faute, finalement, à un moment où on attend beaucoup de cohérence et de sang-froid de la part du gouvernement? Je pense que c'est vraiment une grande incohérence. Bon, on ne peut pas savoir maintenant, parce qu'il y a un temps d'incubation, mais je trouve que en termes de communication, c'était vraiment une erreur magistrale. C'est ce genre d'erreur qui pourrait saper
la S'il y en avait trop, Si dans la 10 bonne jours, il y a attitude du beaucoup gouvernement. si dans 10 jours, il y a beaucoup de malades qui étaient au match, ça sera peut-être compliqué. Bien sûr. Pour l'instant. Après, il y a d'énormes enjeux financiers. hein. Sauf que là, il n'y avait aucun enjeu économique, contrairement à ce Ah qui a bon, été dit. d'accord. Non, aucun. Et heureusement que Lyon a gagné. Le mécontentement des Français, le virus, les municipales, la loi sur la réforme des retraites, cela ne fait-il pas un peu trop pour Emmanuel Macron? Pour n'importe quel président de la République, Ça fait beaucoup. c'est simple. hein. C'est le job. Voilà, c'est le job. Alors pourrait-on profiter du marasme engendré par une épidémie en France pour passer la réforme des retraites en force et discrètement? Ouais, Ou le peut-être la passer tout court, parce que là, mine de rien, les amendements sont en train d'être adoptés. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Elle sera rediffusée ce soir à 23h10. On se donne rendez-vous demain. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous.